Bonjour à toutes et à tous, Wessos Radio, l'été ça marche aussi, et c'est vintage en l'occurrence, c'est beaucoup plus adapté à mon âge, bizarrement. Oui, c'est Brousty qui vous accueille à l'animation, et je ne serai bien sûr pas tout seul, avec une petite équipe de chroniqueurs qui connaissent bien cette époque-là, je crois. Et d'abord, donc, je vais vous les présenter. On va commencer, je crois, par celui qui est le plus au nord de la carte du monde, ça doit être MP. Salut MP. Ben, je crois que oui, je crois que je suis le plus au nord, mais Ah oui, bon, oui. ça resterait quand même à vérifier, mais ouais, je suis content d'être là pour parler un peu vintage. C'est toujours une période que j'aime bien de parler des shows d'Attitude Era et même des fois un peu plus vieux, donc j'espère qu'on va avoir un bon temps de parler de ce High Whitwell. Eh oui, on va laisser les bons temps rouler, pardon. Donc je descends encore plus au fur et à mesure avec un nordiste, mais c'est plus bas que le Canada, mais c'est Orbaz. Salut Orbaz. Salut, salut. Alors moi, quand ça dépasse, enfin quand ça va au-delà de 2000, je commence à être un peu perdu, donc c'est un peu On va une vérifier découverte ça. ce SummerSlam. On va vérifier ça. Il y en a un qui maîtrisait par cœur, et à l'époque, il était même à fond WCW, faut tout dire. À l'époque, c'était même l'apogée de DDP, mais quand même, il suivait aussi la WWF à l'époque. Renaud, le Niçois. Salut Renaud. Salut tout le monde, salut les gars. Ouais, je suis très heureux d'être là ce soir pour parler vintage. Moi, c'est un domaine que j'adore, donc là j'ai Ah, plus de calbut, tu vois, donc je suis bien. bah oui, non, mais te trompe pas de fédération. On est bien WWF. On est bien WWF SummerSlam, tout est bon dans ma tête. Oui, ah oui, oui, merci de devancer le programme, effectivement. Vintage Wrestles, c'est en période de grand pay-per-view, et en l'occurrence SummerSlam qui aura lieu donc le 18 août prochain à Los Angeles. Bah, c'est le deuxième plus grand pay-per-view de la WWE. Donc logiquement, bon, on a pensé à vous en offrir un vintage et à revenir 15 ans en arrière. Alors 15 ans en arrière, c'était 1998. Et évidemment, essentiellement, c'était ça. Oui, une bonne année, quoi, oui, pour la France en général. Et bah oui, ça c'était le 12 juillet, bien sûr, c'était la Coupe du Monde. Et donc le 30 août, pour fermer l'été, grosso modo, c'était SummerSlam. SummerSlam pas à Los Angeles, mais au Madison Square Garden de New York. Ouais, Broski. Et tu sais pourquoi ils étaient au Madison Square Garden ce soir-là? Bon, vas-y. Et parce qu'ils ils fêtaient les 10 ans du SummerSlam en fait, qui avait été créé en 88, et le premier SummerSlam il avait eu lieu au Madison Square Garden, donc pour les 10 ans ils étaient revenus là. Voilà, après ce tout petit fait historique déjà rappelé par Renaud, là, qui va nous embalarder tout plein, je pense, pendant le show, dans petit jingle du pay-per-view de l'époque. Voilà, donc de retour au Madison Square Garden 15 avant. Avec, on va commencer, je pense, à trancher dans le vif du sujet avec le premier match pour le titre européen qui existait à l'époque, entre le champion D'Lo Brown et Val Venis. Un match remporté par D'Lo Brown après 15 minutes 24 secondes. Donc, que peut en dire Renaud? Ouais, j'ai trouvé que c'était un opener assez sympa dans l'ensemble. Je m'attendais quand même à mieux, parce que D'Lo Brown et Val Venis à cette époque-là, ils avaient du spotlight sur eux, ils étaient pas mal. Ils étaient là à chaque show pratiquement, à chaque pay-per-view. Je m'attendais quand même à ce que ce soit un peu mieux. Je trouve que le match il est peut-être un peu trop long. Et quand D'Lo Brown est à la domination, ça casse un peu le rythme. Sinon, techniquement parlant, c'est vraiment très bon. Mais et le booking de fin aussi me gêne un peu. Cette disqualification de. Oui, c'est vrai, oui. Ouais, Ah, comme ça se ouais. termine. Attention, je vais préciser, c'est vrai qu'il y a un petit méchouille avec l'arbitre qui d'ailleurs se prend à l'arrivée le finish de Val Venis. Exactement, ouais, il repousse l'arbitre, je crois que c'était Jimmy Corderas sur ce match-là. Puis Val Venis il s'était mis, tu sais, cette sorte de gilet là qu'avait D'Lo Brown sur lui. Ouais. Cette sorte de gilet pare-balles, et c'est l'arbitre après il le disqualifie parce qu'il se fait pousser. Bon, alors la fin me gêne un peu, sinon l'opener est sympa, mais
ça aurait pu être mieux à l'époque, je pense. Oui, pareil, c'était une mise en température progressive. Ils se sont au fur et à mesure. Valveni, c'est dans sa gimmick de métrosexuel, on va dire, enfin d'aspirateur à femme. Ouais, c'est ça, ouais. Et puis en face du Brown, c'était un tout jeune encore à l'époque. Enfin, Il faisait partie de la Nation, tu sais, Domination. voilà, oui, tout le clan évidemment de The Rock, tout ça, oui, évidemment. Ouais, exactement. MP, je crois que tu avais souligné un truc particulier qui collait au nom de Dil Brown. Ah oui, parce que là, il était champion européen à l'époque. Puis c'était un peu la mode de l'annoncer d'une différente ville d'Europe à chaque fois. Donc ce coup-là, il est annoncé d'Helsinki en Finlande pour ce show-là. Donc j'ai trouvé que c'était quand même une bonne idée quand même pour avoir un champion européen d'avoir quelque chose qui rappelle ça. Donc je trouvais ça bien. Puis aussi, je trouvais que je vais rejoindre Renault, c'était un bon match. Un peu déçu par le finish également. Mais je suppose que ça a mené à une autre confrontation entre les deux. Je sais pas si c'était Breakdown qui était un des pay-per-view après ou c'était en show hebdo, mais bon, c'est clair qu'on continuait la storyline de ce côté-là. Puis j'ai trouvé que c'était quand même un bon match. Puis surtout que quand tu penses que Venice a débuté seulement quelques mois plus tôt cette année-là, il était déjà quand même pas mal over avec le public. Donc j'ai trouvé que la foule était quand même dans le match. Puis c'était malgré, comme Renaud l'a dit, c'est un peu long, mais je trouvais que c'était un bon divertissement quand même. Puis que bon, c'est un peu dommage vu le finish parce que je pense que la foule voulait voir gagner Venice, mais c'était un bon match quand même. Et qu'en pense le petit jeune dans le lower base? Ouais, donc je rejoins mes camarades sur le fait que c'était un match sympathique en opener. C'est plutôt un match ça s'envole pas vraiment, quoi. C'est un match de deux costauds, je pense, hein, je pense qu'on peut dire ça. Par contre, moi personnellement, le fait qu'ils disent qu'ils viennent d'Helsinki, enfin qu'il habite à Helsinki, je trouve que c'est un peu une excuse du pauvre, parce que bon, voilà quoi, c'est un titre européen, mais bon, il n'y a pas vraiment d'Européens à la WWF à cette époque-là apparemment. Donc c'est un peu une excuse. Enfin, je trouve que c'est un peu une excuse. Et le titre qui n'est plus là actuellement, on sait pourquoi il n'est plus là, quoi. Il n'y a pas vraiment d'Européens et il n'a pas vraiment sa raison d'être à la WWF, je pense, et à une fédération qui est basée aux États-Unis. Mais en dehors de ça, ouais, c'est un match sympathique et un bon opener, même si je l'ai trouvé un peu longué et la fin aussi assez un peu déstabilisante. Oui, mais quand même, le titre européen à l'époque, même un petit peu après, il a quand même servi aussi à lancer quelques jeunes, Sedge, Christian, tout ça qui l'ont eu, par exemple. Je parle pas sur ce plan-là, je parle sur sa légitimité au niveau du nom. On va l'appeler titre européen. C'est comme le titre des États-Unis de nos jours. Voilà, le titre des États-Unis, c'est pareil, c'est le même problème. C'est vrai qu'on pourrait poser ce genre de problème. Bon, il faudrait trouver un autre nom. C'est pas pareil que le titre intercontinental. Pour moi, un peu plus de légitimité au niveau du nom. Mais sinon, c'est vrai que ça peut être un bon titre pour lancer des mecs, pour leur donner un petit peu de spotlight, tout ça, dans leur carrière. Mais oui, évidemment. Justement, en parlant de lancement, si personne a quelque chose à rajouter, on peut passer au prochain match. Allons-y. Je m'en parle pas les matchs, je l'avoue, mais bon, ça c'est un avis personnel, c'est un handicap tag team match entre The Oddities, composé de Kurgan Golga et Giant Silva, qui est accompagné par Luna Vachon et Insane Clown Posé, qui ont battu, là je travaille mes accents, Kaientai, l'équipe Kaientai, composée de Taka Michinoku, Dick Togo, Mensteyo et Shofunaki, accompagné par Yamaguchi-san. Voilà, ça fait beaucoup de noms balardés d'un coup, mais à l'arrivée, c'est Oddities qui a gagné. Un match avec des poids lourds, surtout dominants, à mon avis. J'avoue personnellement, j'ai pas grand chose à dire, mis à part que, si je me trompe pas, c'est Golga, c'était Earthquake, non? Ou je me trompe de Non, t'as tout à fait raison, c'était Earthquake à la WWF à l'époque. Il avait fait équipe avec Typhoon, ils avaient été champions par équipe ensemble. C'était le fameux, comme Raymond Rougeau disait, le tremblement de terre. C'est lui.
Ah d'accord, bah très bien. Ouais, bah justement, c'est tremblement de terre pour l'équipe japonaise, non? Qu'est-ce que t'en as pensé? Oh ouais, carrément. Ouais, les Japonais là, c'est de la chair à canon pour les géants Audities. Hein, y a rien d'autre. En fait, ils étaient tellement over à cette époque-là, Audities. Tu as vu, hein, quand ils rentrent, la foule, tout le monde danse, tout le monde est debout dans l'arena. Ils sont, ouais, comme t'as dit, ils sont accompagnés par les deux clowns. C'est Shaggy Two Dope et Violanji. En fait, ils sont passés aussi par la WCW à l'époque, les ICP. Et ils accompagnaient Vampiro et le Great Muta dans le Dark Carnival à la fin de la WCW, ça doit être en 2000 à peu près, ouais, c'est ça. Donc ils étaient méga over en fait. C'est plus bientôt pour le chant et pour l'entrée qu'on voyait les Audities à l'époque que pour la prestation in ring quoi. Donc là, bon, les Kayenta ils servent de, comme j'ai dit, de chair à canon aux Américains quoi. C'est un peu ça le truc. Mais en base, t'as pensé quoi de ce match avec, bah, je pense, beaucoup de catcheurs que tu ne connaissais pas? J'en connais toujours aucun d'ailleurs. Euh, Franchement, non, j'ai pas aimé la performance déjà du groupe qui rentrait là, Insane Clown Pussies, là, je sais pas si je dis bien ce nom, Ouais, ouais. Bien. avec cette espèce de rap bizarre entre rapcore, je sais pas. Enfin voilà quoi, ouais, c'est quand je regarde ça, tout d'un coup, je me dis que Santino Marella, c'est un bon clown. Et voilà, je savais pas que aussi on pouvait faire de la promo de South Park comme ça avec le t-shirt South Park de ah, je ne sais même pas lequel avait ce t-shirt. Golga. Golga. Ouais, enfin voilà quoi, c'était un match Ouais, quoi. qui était un peu bizarre quoi. Enfin, j'ai pas trop aimé, c'était plus un squash qu'autre chose. Il n'y a pas eu vraiment match et ça a duré beaucoup trop longtemps à mon goût. Ah oui, j'ai pas précisé, 10 minutes 10. 10 minutes 10, on verra plus tard qu'il y a des matchs qui ont duré moins longtemps et qui pourtant avaient une histoire derrière. Donc bon, bah voilà, ça dure bien trop longtemps pour ce qu'est le match. Voilà. Et MP, oui, t'en connaissais, toi, du côté de Kayentai et de Oui. Auditis. C'est des mecs que j'ai beaucoup apprécié voir sur un ring. Bon, même si c'est un rôle plutôt comédique dans ce cas-là, mais Dick Togo, Michinoku, Shofunaki et Menstayo, c'est tous des bons workers, c'est tous des bons gars dans un ring. Surtout, bon, on peut les voir à les Michinoku Pro dans ce temps-là. Vers ces années-là, on avait beaucoup de bons matchs tag team de ce côté-là au Japon. Donc, c'est tous des bons workers dans le ring. Puis on le voit dans ce match-là quand même. Quand ils ont eu leur période de domination, on pouvait les voir que c'était pas n'importe qui non plus. Puis on voyait qu'il y avait beaucoup d'expérience dans le ring. Puis on les voyait que ça enchaînait bien. Donc, j'ai trouvé ça plaisant de les voir travailler. Même si je rejoins en base du côté que ça a duré trop longtemps pour un match de comédie. On sentait que ça s'éternisait un peu. Mais j'ai trouvé ça quand même plaisant de voir justement les Kayentai travailler. Puis je trouvais toujours ça plaisant de les voir ensemble dans ce groupe-là à l'époque. Il y a aussi je pense que personne l'a mentionné, la quadruple clothesline était quand même assez impressionnante. Là. C'est rare qu'on voit un spot quand même comme ça. Puis aussi le double chokeslam à la fin. Aussi pas mal. Donc il y a quand même quelques bonnes choses dans ce match-là, mais ça peut-être durera pas trop longtemps. Ah oui, trop déséquilibré surtout, c'est ça le problème, par rapport à la longueur. Donc on passe à la suite. Ouais. Avec bah, la WWE à l'époque, ils faisaient parfois un peu de lucha libre en quelque sorte, avec des matchs où les cheveux étaient en jeu. Et c'est le cas là, avec X-Pac accompagné par Warfinkel, qui affrontait Jeff Jarrett. Et à l'arrivée, X-Pac lui a gardé sa longue chevelure brune au bout de 11 minutes 11, et du coup, Jeff Jarrett, la longue chevelure blonde, bah, est devenue courte. Donc, qu'en pense MP? Ouais, ben je voulais juste dire que on avait filmé un angle à Sunday Night Heat où Finkel se faisait couper les cheveux par Double J Jeff Jarrett. Donc c'est pour ça qu'il est dans le coin de X-Pac. D'ailleurs, il a fait le DX Chop pendant l'entrée, donc je trouvais ça sympa de le voir là. Puis je trouvais que c'est un très bon match côté technique. Je pense que c'était le meilleur match jusqu'à présent de la soirée. Même s'il y a des meilleurs matchs plus tard,
on va le voir, mais j'ai trouvé que c'était intelligent aussi comment a été construit le match parce que t'avais toujours Jarrett qui était en contrôle de X-Pac, mais quand X-Pac essayait de placer un gros move, il manquait toujours, donc c'est un peu comme ça qu'un match était construit, donc c'est super bien. Puis je trouve que X-Pac, ben, c'est toujours été un des mecs qui était un des meilleurs workers dans le ring, que ce soit à WCW, à WWF. C'est toujours un mec qui donnait des matchs de qualité, que ce soit en pay-per-view ou à TV, quoi. Donc je trouve encore que c'est un bon match de X-Pac, puis c'est probablement un des meilleurs matchs de la soirée. Bon, c'est sûr que le main event puis le ladder match, bon, j'ai passé au-dessus, mais c'est quand même un match très sympa. Puis pour le temps qu'ils ont eu, c'est un très bon match. J'ai rien à dire vraiment de plus là-dessus. Et Orbaz, toi, tu connaissais ces hommes? X-Pac que je connaissais, et Jeff Jarrett je connaissais de nom, hein. Je regarde pas trop la TNA, mais je sais qu'il a eu un grand rôle dans cette fédération, je pense. Hein, voilà, on me corrigera pas, je pense. Et ouais, sinon bah le match était bien. Franchement, il était très sympa, avec des bons moves. Franchement, ça s'est passé tout seul. Au niveau je crois que le match dure un peu plus de 10 minutes. Et ouais, ça passe tout seul, 11. tranquillement. Après 10, 11. Voilà. C'est de la précision. Et ouais, c'est un match sympa, même si je trouvais que X-Pac exagérer un petit peu son selling. Après, bon, c'était peut-être dans l'ambiance de l'époque, je ne sais pas. Mais on voit qu'il exagère un petit peu. Mais sinon, c'est un bon match. Il y avait des bonnes prises et puis des bons moments, notamment avec les prises de soumission, par exemple. Ça donnait un petit peu de suspense au match. Il y avait un bon rythme. Ouais, moi aussi, c'est vrai, je partage un petit peu ta déception vis-à-vis de X-Pac parce que moi, je l'ai trouvé un peu lourd emprunté et bon, beaucoup dominé. Ça, c'est bon, c'est le booking du match, d'accord. Mais c'est vrai que j'ai trouvé un peu pareil, je sais pas, un peu bizarre. C'est pas le X-Pac que je connais en tout cas de l'époque. Enfin, j'ai connu un peu meilleur, quoi. Et là, Jeff Jarrett, lui, par contre, j'ai trouvé très bon. Y a pas grand-chose à dire là-dessus sur la qualité. Bon, bah après, il devait être perdant. Bon, bah, je dirais c'était presque écrit à l'avance. Voilà. Et après X-Pac, juste pour la petite précision, bon, c'est connu aussi sous le nom de One Two Free Kid. Et il allait y avoir peu de temps après le titre européen, justement, dont on parlait au tout début, en battant D'Lo Brown. Renaud, t'en as pensé quoi? Ben, j'ai trouvé que c'était un bon combat technique. Je pense que c'est là, depuis le début du SummerSlam, je dirais que c'est le meilleur combat de la soirée à ce moment-là. J'ai trouvé Jarrett assez intense dans ses prises, assez stiff, avec une bonne domination, c'est vrai. Et X-Pac, lui, quand il revenait, bon, bah, les kicks d'X-Pac, ils sont quand même exceptionnels, hein. C'est vrai que c'est un vrai kicker. On pense pas souvent à lui quand on parle de kick, on pense souvent, je sais pas, moi, à Rob Van Dam, par exemple, ce qui est logique, hein, parce que bon, Rob Van Dam, il en sort à toutes les prises. Mais X-Pac, quand même, il sait quand même donner quelques coups de pied, et quand il les donne bien, ça le fait. Donc, c'est un très bon combat technique, mais les deux catcheurs, ils se connaissent bien, hein. Ils s'étaient déjà croisés, au début des années 90, vers 94 à peu près, quand X-Pac, il était One Two Three Kid, ils s'étaient affrontés. Ça avait donné des matchs à l'époque déjà pas mal, assez sympa. Donc c'est un bon match là. C'est un bon match en 98. Par contre, oui, une chose, comme tu dis, c'est vrai que bon, c'était écrit d'avance, quoi. On savait que ça allait être Jarrett, même à l'époque. Jarrett, sa gimmick, et c'était plus possible. Le catch était en train de changer à l'époque. 98, c'était l'attitude era. Lui, il avait une gimmick, bon, un peu de, tu sais, de chanteur country Oui, de c'était Tennessee. ancien, c'était déjà... Voilà, c'était ancien, hein. On le voit même à son habit. Il a des sortes de bretelles avec son pantalon. Bon, déjà, ils avaient coupé un peu ses cheveux, même dans cette période-là. Il est mouillé un peu en arrière, parce qu'au début, il avait vraiment une grosse frisure très longue avec. Il avait des frisettes énormes avec un chapeau sur la tête avec des lumières qui clignotaient en double J, là, les deux J. Donc, il était déjà en train de changer petit à petit, Jeff Jarrett, et à s'adapter au nouveau catch que proposait la WWF. Donc, c'était écrit d'avance que ça allait être lui qui allait se faire raser la tête. Mais sinon, oui, très bon combat. On peut passer à la suite, je pense, avec un match par équipe mixte qui marquait les débuts d'un certain catcheur. Tout du moins, un pay-per-view, je précise évidemment. C'est un catcheur qui venait du public au départ, qui était surtout invaincu à l'époque, ni plus ni moins Cage, qui débutait avec la féline Sable, un pay-per-view, je rappelle.
et ils affrontaient Marc Mero et Jacqueline. Bon, faut préciser que Edge est le partenaire mystère de Sable, qui n'était pas connu avant le match. Et Edge et Sable l'ont emporté après 8 minutes 26. T'en as pensé quoi, Orbaz? Ce match était sympa aussi, un peu court. Je pensais justement à ce match-là quand je disais que Audities, ça avait pris un peu trop de temps. Je pense que celui-là aurait mérité un petit peu plus de temps peut-être et un peu plus d'exposition pour Edge, qui au final a plutôt servi de lien faible. Je vais pas le dire en anglais parce que sinon ça serait un petit peu moche. Daniel Bryan n'aimerait pas. Ouais, voilà. Et enfin de maillon faible, ouais, plutôt. Je vais plutôt dire comme ça. Et voilà quoi, il a subi pendant un certain moment et bon, c'était plutôt Sable qui était mise en avant avec notamment cette domination sur Jacqueline. Bon, sinon le match en dehors de ça. D'ailleurs, avant que tu parles que tu conclues sur le match, je voulais préciser, oui, Sable et Jacqueline vont ensuite en quelque sorte ressusciter le titre féminin à l'époque. Ça s'appelait pas le titre Diva, mais le titre féminin. Donc Sable le détiendra, ensuite ce sera Jacqueline, voilà. Jacqueline qui catche toujours d'ailleurs, et Sable qui est la compagne de Brock Lesnar. Le pauvre. Enfin, la pauvre, plutôt. Le finish, je l'ai trouvé très sympa, il était plus rythmé, et je pense que le match se rattrape vraiment sur la fin. En dehors, il y avait une sorte de faux rythme quand même, et j'étais un peu déçu de l'utilisation de Edge. Mais bon, c'était quand même un match sympathique, bien qu'assez court, et un peu inégal. Bah moi je l'ai trouvé impressionnant Edge sur ce qu'il a fait un petit peu, c'est vrai. Bah très très aérien, sunset flip et tout ça. Bon, il a pas eu grand chose à faire, mais Marc Mero, j'en dirais pas. Oui. Avec sa carrure, on dirait pas qu'il est aussi aérien. Hein. Tu vas arriver, tu te dis le mec c'est plutôt du genre costaud plutôt que aérien, alors que le mec est assez grand et tout et fait des moves. C'est impressionnant. 90 quand même, oui forcément. C'est ça en fait, oui. Ben, qu'en pensait Renaud à l'époque? Bon, c'est un match, c'est assez sympa, il n'y a rien d'exceptionnel. C'est vrai que c'est assez court, donc bon, ça casse pas trois pattes à un canard, comme on dit, mais vous êtes déçu de Edge, moi aussi, enfin de l'utilisation, pas de Edge en lui-même. Oui, C'est son premier pay-per-view. Edge, on l'avait aperçu. Moi, je l'ai apprécié, honnêtement. Dans ouais. Voilà, oui, moi aussi. Pour le peu qu'il a eu à faire, d'ailleurs, le topé souci d'un moment qu'il fait, c'est magnifique. Hein. Ça, on le montre dans n'importe quelle école de catch. Et puis aussi quand il frappe les fesses de Jacqueline, c'est bien. Ah bah ça, tu sais, Jacqueline, c'est une spécialiste. Elle s'est fait frapper les fesses par à peu près tout le monde. Mais Edge, on l'avait aperçu, je sais pas si vous avez fait attention, pendant le Valvenis d'Ilo Brown. Il était dans le public. Oui. C'est vrai. Il était en train de mater sans rien faire. C'était un peu le truc de Edge, un peu. Il y avait le clan de Raven qui faisait ça à la WCW. Ils appelaient ça la Raven's Flock à l'époque. Les mecs, ils venaient, mais c'était sûr et certain, ils allaient pas intervenir dans le match. Ils mataient le match en fait. Et là, Edge, il faisait un peu ça aussi. Mais moi, c'est Marc Mero, quoi. C'est l'utilisation de Marc Mero parce que on se rend pas compte comme ça. C'est vrai que c'est un mec hyper sous-estimé, Marc Mero. C'est un catcheur très bon. Moi, je l'aimais. C'est un catcheur très intéressant. On n'en parle pas assez. C'est un mec quand même qui est capable de faire par exemple un shooting star press pour terminer les matchs, quoi. Donc voilà. Et là, l'utilisation de Marc Mero sur ce match-là, il y a pratiquement rien. On parle de Edge, mais franchement, Marc Mero aussi, quoi. Ils ont plus mis les femmes en fait en avant que les catcheurs eux-mêmes. Alors que j'ai noté quand même l'Hurricane Rana de Sable sur Marc Mero. Marc Mero qui s'était pris un powerbomb de Sable à WrestleMania 14. Là, il se prend l'Hurricane Rana et ça se termine sur une sorte de splash aussi, hein, accompagné par Edge. Oui. Pour terminer le match. C'est vrai que Marc Mero en 98, il avait eu cette feud assez énorme avec Sable en fait. Bon après, elle a été écrasée logiquement par la feud de McMahon-Austin, qui est une feud de main eventer. Mais quand même moi, quand je pense à 98 et à la WWF, dans un petit coin de ma tête, j'ai aussi cette rivalité qui a duré quand même sur plusieurs mois, quoi, entre Marc Mero et Sable, parce qu'avant elle accompagnait Marc Mero et la jalousie de Marc Mero a tué le couple en quelque sorte. Mais voilà, sinon bon, assez court mais sympa au final. Et MP, bah tu connais bien Marc Mero. Bah un peu parce que j'étais revoir son début de carrière avec la WCW avec Johnny B. Bad. Il y a des bons matchs WCW contre DDP d'ailleurs, donc c'est super quoi. On voit plus son potentiel in ring là-bas que la WWF, j'ai l'impression. Donc c'est super d'aller voir ces matchs-là parce que c'est hyper bon le ring, quoi. Si vous voulez du bon vieux vintage,
dans le ring, quoi. C'est super d'aller voir les matchs de Johnny B. Bad parce que c'est vraiment un worker sous-estimé, comme Renaud le mentionnait. Donc, ça, c'est super. Puis, ce que je veux dire, oui, c'est un bon match, je trouve, de remplissage. Je veux dire, ça servait le but de finir un peu cette storyline entre, justement, que Renaud mentionnait encore une fois, Mero et Sable. Puis, je pense que personne n'a mentionné, mais moi, je trouve que Sable, même si c'est pas le sommet technique, c'est loin de là, mais de l'avoir sortir le TKO à m'emmener et aussi le Rakenrana, donc je trouve qu'il était pas si mal dans ce match-là non plus. Bon, c'est pas c'est loin d'être une des meilleures divas de l'histoire, mais quand même dans ce match-là, il paraît pas trop mal. Puis bon, je veux dire, c'est pas un long match, donc ça paraît pas trop mal, quoi. Et oui, et c'est la seule représentation féminine dans le pay-per-view, ouais. Enfin, même si on verra après des femmes accompagnées aussi. Mais dans un match, c'est la seule fois. Il y aura pas de match ensuite féminin, voilà. Donc oui, c'est vrai que Sable, c'était un peu l'augmentation au fur et à mesure. Elle a démarré, je trouve, assez péniblement, et ensuite elle a monté en température, ça, comme tu dis, avec de bons mouvements. En parlant de mouvements, un match assez atypique, et ensuite celui qui vient, bah d'ailleurs on sort un tout petit peu du Madison Square Garden, en fait, pas tout à fait. On va dans un théâtre annexe, sur un ring un peu particulier, façon MMA, avec une cage inclinée. C'est le Lions Den match, premier genre de ce match à la WWE, qui concernait toujours le catcheur Ken Shamrock, qui ensuite avait affronté Vince McMahon et Steve Blackman. Mais là, pour démarrer, il était opposé à Owen Hart, qui était accompagné par Dan Severn, quand même, sacrée pointure. Et à l'arrivée, il fallait gagner uniquement soit par KO, soit par soumission, et Ken Shamrock l'a remporté par soumission au bout de 9 minutes 16 secondes dans une ambiance assez de combat de boxe, j'ai trouvé. Qu'en as-tu pensé, MP? Ben, je suis plus ou moins d'accord avec toi dans le sens que c'est un combat de boxe. J'ai plus eu l'impression que c'est un combat de catch dans une cage de MMA. Puis, je trouve que c'était, bon, c'est un peu la zone grise entre est-ce qu'on fait du combat plutôt style MMA, soumission, ou un combat de catch normal dans une cage plutôt traditionnelle. Donc, je trouvais que c'était plutôt une zone grise entre les deux, quoi. Puis on avait, je pense pas que tu l'avais mentionné, mais on a ramené Dan Severn comme entraîneur de Owen Hart. Une légende du MMA notamment. Oui. Puis c'est aussi un mec, je pense qu'on l'avait mentionné dans la promo d'avant-match, qui était un adversaire de Ken Shamrock à UFC. Donc il y avait un bon lien dans ce sens-là, c'était bien pensé. Mais bon, le match m'a pas j'ai pas tant apprécié que ce match-là. J'ai trouvé que bon, c'est un match plutôt moyen. On n'a pas beaucoup d'espace pour travailler dans cette cage-là. Bon, j'ai bien apprécié quand même le Shamrock qui essayait de parfois de faire des spots assez impressionnants en sautant sur la cage. Il a même eu il a fait un saut sur la cage, puis Owen l'a rattrapé en power slam. Ça, j'ai trouvé quand même ça assez impressionnant. On a d'ailleurs eu une reprise pour montrer un peu comment elle était retombée. C'était assez impressionnant. Mais ouais, c'était on a parlé un peu avant l'émission, mais c'était dans le temps que la WWF essayait de légitimiser plutôt le catch, j'ai l'impression, en essayant des trucs comme ça, puis en mettant en place le tournoi Brawl for All avec un combat entre Butterbean et Bart Gunn à la fin. Donc c'était plutôt une période un peu noire de ce côté-là, quoi. Renaud, t'as pensé quoi de ce match? Malheureusement, bon, on le savait pas encore, mais que ce serait les derniers mois de Owen Hart. Ouais. Ça, on le savait pas, c'est sûr. Mais moi, le match, je l'ai boudé pendant plusieurs années, en fait, parce que bon, dès que ça sortait un peu du cadre du catch, je voulais pas trop regarder le truc. Moi, ce qu'il me fallait, c'était un ring de catch avec les cordes, enfin voilà. Et en fait, là, je l'ai revu pour l'émission, et je me rends compte qu'en fait, c'est du catch, quoi. Les mecs, ils catchent dans un petit ring entouré d'une cage, parce que Owen Hart, il enchaîne ses souplesses, magnifiquement d'ailleurs.
Et comme l'a dit MP, c'est vrai que Shamrock, quand il prend appui sur la cage, il fait des trucs quand même super intéressants. C'est assez court, tant mieux, j'ai envie de dire. C'est quoi, 9 minutes, t'as dit, un truc comme ça? Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça, voilà. Bon, Shamrock, il est assez violent, hein, comme d'habitude. C'est vrai que lui, bon, il vient de la MMA, donc c'est un mec. Puis il avait un sacré surnom, hein, c'était l'homme le plus dangereux. Donc il respecte la hiérarchie. Et puis c'est vrai qu'Owen Hart saigne très vite aussi de la bouche. Il prend une grosse corde à linge directement dans la bouche. Donc voilà. C'est pas un truc que je vais dire, il faut à tout prix regarder. C'est un truc mythique ou quoi, non. Mais je dirais quand même des trois affrontements de Shamrock dans cette cage, c'est celui que je préfère. Voilà. Oui, il faut dire qu'en face, Faut dire aussi que c'est le meilleur adversaire, c'est ça. c'est ça aussi, c'est Owen Hart. Même si Owen Hart, si je devrais conseiller aux plus jeunes, si vous voulez voir du Owen Hart, c'est vraiment sur l'année 94, faut surtout pas hésiter, parce que c'est des chefs-d'œuvre pratiquement tous les mois. Bon, c'est vrai qu'il avait affronté Bret Hart aussi, donc bon, la chimie était là. Mais Owen Hart en 94, c'est exceptionnel. Après, je trouve quand même qu'il avait un peu décliné, même si ce match est pas mal. Je trouve quand même qu'il avait un peu décliné Owen Hart. Puis à l'époque, il y avait des rumeurs aussi, comme quoi il voulait arrêter, qu'il voulait devenir pompier. Donc bon, je sais pas. Mais sinon, voilà, c'est pas mal. Bah oui, moi aussi, j'avais la même défiance, on va dire, face à ce truc, surtout que le match était organisé à part. Je le trouvais un peu trop à marge du Pareil que toi. interview. Et puis finalement, bah ouais, ils se sont bien débrouillés. Oui, c'est vrai que il y avait de la bonne technique. D'ailleurs, Orbaz, est-ce que tu y es accroché? Ah ouais, moi j'ai franchement accroché au match. Moi ça me dérange pas qu'on sorte un petit peu des sentiers battus, hein, un petit peu comme ça. Je trouve ça intéressant au contraire. Ça donne une autre perspective au catch vu que les deux ont travaillé comme s'ils faisaient un match de catch, hein, finalement. Et cette forme de cage était elle est assez intéressante. Et ça a permis de montrer quelques mouvements intéressants et aussi de donner une dimension un peu plus violente au match, je pense, avec notamment les grilles, hein, les coups étaient un peu plus marqués et puis bon, bah, un petit peu de sang dans la bouche de Owen Hart, on soulignait un petit peu la violence. Enfin, voilà, le match était assez court, assez intense et c'était vraiment bien. Moi, j'ai beaucoup aimé. Donc, bon, ouais, c'est vrai, c'est pas un match mythique, mais bon, c'est vraiment un match. Quand tu regardes le pay-per-view comme ça, ben, c'est un match qui passe tout seul et qui fait plaisir. Oh, bah justement, oui, bah c'est bien. Et, Bah, que et t'as apprécié. je souligne le fait que Shamrock m'a pas mal impressionné au niveau de la stature, tout ça. Je connais pas trop bien Shamrock, je connais un petit peu. J'ai vu, je crois encore, j'ai vu un ou deux matchs de sa part. Et j'aime beaucoup son style. Je suis assez fan des brawlers et c'est vraiment un gars qui en impose. Beaucoup plus que Brock Lesnar. Oui, d'ailleurs, là, MP, Renaud, vos avis là sur Ken Shamrock après, je pense notamment, je sais pas MP, mais toi, Renaud, au moins, qui l'a connu ensuite sa carrière. Tu penses quoi du catcheur en particulier? Moi, j'ai bien aimé. C'était pas le mec. Bon, j'étais pas non plus super fan de Shamrock. Ça dépendait aussi de l'adversaire qu'il avait. C'est vrai là, hein, ça il joue aussi. Bon, il bosse avec Owen Hart quand même. Donc pendant 9 minutes, il est avec Owen Hart dans le ring. Mais il a eu quand même des affrontements pas mal. Hein, Shamrock contre le Rock aussi. Je pense à ces affrontements ouais contre le Rock ou Triple H aussi. Je crois qu'il avait fait un triple threat aussi contre Mankind et The Rock. C'était un breakdown en cage. C'était pas mal. Voilà. Et je me souviens aussi d'un combat contre Undertaker, ça doit être à Backlash 98 peut-être, ou je sais plus. Mais il y avait un combat contre Undertaker qui était quand même pas mal, bien construit. Sinon, à part ça, bon voilà, il a pas touché plus haut que le titre intercontinental. Il a été déjà challenger hein, de titre de champion du monde. Je crois qu'il avait affronté Shawn Michaels au pay-per-view des Générations X 97. Ça avait été là aussi un bon main event, mais là aussi bon, c'est face à Shawn Michaels. Mais c'est pas un mauvais c'était pas un mauvais catcheur, hein, Shamrock quand même. C'est vrai qu'il était assez intense, mais c'était pas un mauvais catcheur. Il a des belles souplesses aussi. Et des soumissions, bien sûr. Et MP, t'es un peu du même avis? Ouais, mais j'ai pas tellement vu de match de Shamrock, pour être honnête. J'ai pas tant suivi sa carrière que ça. Mais pour les matchs que j'ai vus, c'était surtout son habilité de placer des soumissions comme ça. C'est assez impressionnant. D'ailleurs, sur le finish de ce match-là, on le voit. Finish assez impressionnant, d'ailleurs, avec l'ambar, le Fujiwara ambar. Puis après, il revient à Ankle Lock. C'est assez impressionnant, quoi. Donc c'est plutôt ça que j'ai apprécié, c'est du côté de Shamrock, comme il était passé en MMA, c'est une grosse connaissance des soumissions, puis il était assez à l'aise dans ce domaine-là, quoi.
Et Renaud, donc je vais rebondir automatiquement à ce dont tu as parlé tout à l'heure, c'est-à-dire que Ken Shamrock allait ensuite avoir une petite rivalité avec Mankind, qui est justement le sujet de notre prochain match, qui, alias Mick Foley bien sûr, qui était à l'époque un personnage hyper tourmenté. Et à cette occasion, il défendait tout seul les titres par équipe. Il a été convaincu finalement péniblement par Vince McMahon, malgré que lui il voulait pas, vu que Kane l'avait laissé en plan. Et donc il affrontait les New Age Outlaws de Billy Gunn et Road Dogg Jesse James dans un match où le tombé pouvait être visible partout, No Holds Barred match. Et à l'arrivée, il n'y a pas eu photo, c'était les New Age Outlaws qui l'ont emporté après 5 minutes 16 quand même. Finalement, Mankind a un petit peu résisté, non, Orbaz? Ouais, tout à fait, ouais, il y a... Wow, voilà quoi, ça faisait partie de la storyline apparemment avec Kane qui voulait, qui devait intervenir apparemment dans le match Undertaker. Donc il voulait pas venir. J'ai pas tout saisi, mais bon, j'ai compris à peu près ça. Et Mankind a fait ce qu'il pouvait quoi dans le ring. Hein, l'histoire a été imposée comme ça. Hein, on voyait bien que la logique du nombre a fait l'affaire au final, et que les New Age of Outlaws, ils ont gagné, mais ils méritaient peut-être pas tant que ça la victoire. Malgré tout, ils sont populaires. Il n'y a pas eu de hit particulière, alors que je trouvais ce contexte un peu heel, c'est-à-dire que ça faisait un petit peu heel sur les bords, mais bon. C'était assez étrange quand même, assez court, mais bon, c'était un match qui devait se faire pour l'histoire avec Kane et Mankind. Mais sinon, voilà, sans plus, le match n'était pas non plus fabuleux du fait du contexte. Et MP, justement, un avis très tranché, peut-être dû justement au contexte, donc sortons la rap à mon avis. C'est le fait que Mankind, il se prend des spots assez durs dans ce match de 5 minutes que tu t'en fous sur le pay-per-view, match pour les titres je trouve qu'il n'y a pas tant d'importance ce pay-per-view-là, puis il se prend des spots il se prend un pal de raveur sur la ceinture, une powerbomb sur 2 chaises, il se fait un Russian leg sweep sur une poubelle en métal, quoi. Enfin, mec, on parle du mec qui a dit oui pour tomber de 6 mètres d'une non, mais cage tu vois les en conséquences Hell in a après, quoi. Ah ouais, mais bon, le mec, il acceptait comme ça, quoi. C'était un petit peu dans sa logique au niveau du catch, quoi. Le mec était à fond dans le hardcore. Il a toujours aimé être comme ça. inconscient, oui. Il faut se rappeler aussi que très très très, c'est Mankind, Mick Foley, c'était un gars qui était comme ça, qui acceptait de prendre des gros spots, même si ça mettait sa vie en jeu, quoi. C'est terrible. Ouais, mais D'ailleurs, je pense qu'il a quelques séquelles. pour se faire jeter du haut du NSL, quand même, c'est un spot qui a assez d'importance, que tout le monde se rappelle, quoi. Quand tu penses à Attitude Era, c'est probablement une des premières images qui t'arrive à la tête. Mais que Mick Foley se fasse faire un peu de driver sur la ceinture à SummerSlam 98, moi, je m'en rappelle pas, tu sais. Je veux dire, c'est pas un spot qui a de l'importance. Je veux dire, au moins que ces spots-là, ils soient placés à un bon moment. Tandis que là, on fait ces spots pour faire ces spots. Il y a aucune importance. Personne ne se rappelle de ce match-là. C'est dommage, quoi. J'ai l'impression que on fait ça pour rien. C'est vrai, c'est pas faux. Surtout au vu de la durée. C'est complètement ça. Moi, je te rejoins totalement. C'est un match très quelconque. En fait, ce qu'on retient, c'est les New Age Outlaws qui sont champions pour la 3e fois de leur carrière, je crois. À ce moment-là, ils ont été 5 fois ensemble. Mais sinon, ouais, à part ça, peut-être, moi, j'avais quand même en souvenir le powerbomb sur les 2 chaises. Mais bon, on me dit que j'ai une bonne mémoire, donc c'est peut-être ça aussi. Mais sinon, oui, à part ça, il y a vraiment, on peut zapper, quoi. Il y a rien à dire. Hein. On va pas s'éterniser sur ce match de 5 minutes, handicap. Non, rien à dire, hein, franchement. Il y a l'angle d'après-match que Bruce, je pense, peut résumer. Il est quand même assez important. Ah oui, finalement, on a vu Kane apparaître, oui. C'est ça. Et détruire Mick Foley avec une massue. C'est ça, oui, pardon. Oui.
Et Mick Foley qui atterrit dans une poubelle où New Age Outlaws l'avait Bah oui, il l'avait placé, amené au il referme la poubelle et après Kane apparaît pour défoncer encore un peu plus Mick Foley. C'est un Enfin, peu ça le Mankind. truc. C'est vrai qu'ils se baladaient souvent, hein, les New Age à cette époque-là, avec cette grosse poubelle, ce gros conteneur là à roues. Oui, énorme, oui, on peut le mettre Ouais, dans la poubelle, hein. ouais, voilà, Ouais, ouais, c'est c'est pas- une sorte de euh, conteneur. Ils avaient déjà affronté Foley et Terry Funk à WrestleMania 14 de la même année. Ça avait fini comme ça. Je crois qu'il fallait mettre les adversaires dedans pour et fermer le couvercle. C'était avant le casquette match. Ouais, c'était ouais. C'était puis ce prédécesseur. à Raw, ils avaient, enfin, dans cette poubelle-là, ils Ouais, avaient voilà, ouais. C'est vrai aussi, que c'était un peu leur truc, quoi. ouais. C'était un peu leur truc. Bon, on peut passer à la suite, je pense. Ah ouais. Avec un match assez curieux, ma foi, faire assez divertissant sur le papier, quoi. Match à l'échelle pour le titre intercontinental entre celui qui était champion au début du match, The Rock, et son adversaire Triple H, évidemment du temps très florissant de la D-Generation X. Il était accompagné par Chyna, alors que The Rock était accompagné par Mark Henry. Et à l'arrivée, c'est Triple H qui a décroché la ceinture au bout de 26 minutes et 1 seconde. Et couronnant quand même un pay-per-view couronné de succès pour la D-Generation X après X-Pac, bien sûr. Donc, qu'en as-tu pensé, Renaud? Bah déjà, moi je trouve à ce moment-là de leur carrière, on sent qu'on a affaire à deux futurs main eventers parce que le Rock il passe les paliers à une vitesse folle à ce moment-là de sa carrière. D'ailleurs, il finira champion avant la fin de l'année. Oui, d'ailleurs, Et il a toujours dit, c'était le plus jeune champion de la WWE avant. avant Orton, ouais. Voilà, c'est ça. Et c'est vrai que ça va à une vitesse folle pour le Rock. Il est en train de décoller. D'être rentré dans la Nation of Domination, ça a vraiment propulsé. Et Triple H, lui, c'est la blessure de Shawn Michaels. Hein. Michaels, quand il s'est blessé, c'est Triple H qui a pris la tête de la DX, c'est lui qui est devenu le leader. Donc lui aussi, à ce moment-là, il explose vraiment. Et tu sens vraiment que les deux, bon, dans le futur, ils seront main eventers. C'est déjà affronté hein, en 97. Je crois que le Rock, ça devait faire, je sais pas, 3-4 mois qu'il était là, pas plus. Et les combats, je les conseille vraiment pas. C'est très très mauvais en 97. Vraiment, faut pas regarder. Mais là, un an après, tu sens déjà que c'est beaucoup mieux. Bon, c'est vrai qu'il y a aussi cette stipulation qui est là. Même si je trouve que c'est un peu des fois chorégraphié, un peu téléphoné sur certains trucs. Le Rock est quand même très très lent pour monter sur l'échelle, quoi. Oula, oui. Hein, ouais, Ça, tu sens vraiment. Ah, ça m'a gêné un petit peu dans le match. Moi, Là, ça me gêne un petit peu. Il a très mal vieilli. il exagérait le match, trop, en fait. là, je trouve. Ouais, En mais fait, c'est ça. le match a très mal vieilli, je Ouais. trouve. Notamment Ouais. sur ce plan-là, parce que à mon avis c'était dans les, je sais plus, le premier leader match, il date de quelle année? Il y a Shawn Michaels contre Razor, je pense. C'était Ouais, mais avant, il y 1975. avait eu un Shawn Michaels Bret Hart qui avait pas été. Ouais. Mais c'est vrai que le vrai premier, voilà, c'est Shawn Michaels Razor Ramon qui a beaucoup mieux vieilli, hors base. Je te rassure. Ouais, voilà, ouais. Et je pense celui-là, c'est un classique, mais celui-là, on sent un peu plus le côté chorégraphié, un peu Ah ouais. bordeaux. Et je pense que à l'époque, c'était pas pareil. Ça devait avoir une saveur différente. Ça devait mieux passer parce que bon, il y avait cet aspect que le catch était un peu plus, Oui, mais il y a enfin, aussi, un autre aspect que maintenant, quoi. Maintenant, on voit faire 3/4 d'heure, on veut 3/4 d'heure sur une échelle, on trouve ça ennuyeux. À l'époque, ça montrait un peu plus une intensité. En plus, on travaillait sur une blessure de Triple H sur ce match, sur sa jambe. Donc là encore, ça ralentissait un peu plus le rythme. Mais voilà, en dehors de ça, le match, je l'ai trouvé très bon. Moi, j'ai beaucoup aimé. Déjà, j'aime beaucoup les Triple H. C'est un de mes catcheurs favoris, notamment à cette époque-là. Et voilà, je trouve que entre les deux, ça s'est plutôt bien passé. Ça fait plaisir de voir Shayna un petit peu, de voir Mark Henry à l'époque de la Nation Domination. C'était un peu, enfin, ça fait un peu bizarre, quoi. Enfin, j'ai beaucoup aimé ce match sur cet aspect historique, quoi. On va dire sur l'aspect du retour en arrière, de voir ces catcheurs à l'époque où ils sont pas trop blessés, où ils sont au meilleur de leur capacité. Enfin, c'est assez intéressant, quoi. ben ouais, non, parce que c'est vrai que la curiosité, elle résidait surtout dans le fait que, bon, à l'époque, en même temps, ils étaient encore jeunes, hein, au début de leur carrière. Mais c'est surtout que les gabarits, tout ça, et leurs caractéristiques, ne les prédestinaient pas nécessairement à un match à l'échelle, justement. Je sais pas,
mais c'est peut-être ça la surprise à l'arrivée, que moi j'ai trouvé que Triple H se débrouillait bien, un peu mieux que The Rock, ça c'est sûr. Je sais pas ce que t'as à penser, MP. Ben, je rejoins la de Pass pour dire que c'est un très bon match. Puis je trouve que c'est un match qui est pas souvent nommé dans les grands matchs d'échelle, quoi. On pense surtout, justement, comme Renaud l'a mentionné, le HBK contre Razor Ramon de WrestleMania 10, qui est probablement cité comme un des meilleurs matchs d'échelle qu'on a jamais vu. Puis bon, on peut penser à d'autres ladder matchs comme les TSC ou le premier match d'échelle par équipe à No Mercy 99, les Hardys et les Edge Christian. Mais ce match est souvent oublié, je trouve, puis souvent, je trouve que on a pas vraiment de raison d'oublier ce match. Je sais pas parce que c'est un match qui a quand même beaucoup propulsé de Triple H dans sa carrière. Vraiment bon, il y a eu, je pense, le titre intercontinental avant, je pense que c'était ce que Jim Ross a mentionné pendant les commentaires, mais c'est vraiment le premier gros titre, j'ai l'impression, de Triple H avec le King of the Ring qui a gagné la ligne d'avant, mais c'est quand même un pas important qu'il a franchi dans sa carrière. Je trouvais que c'est une très bonne psychologie dans ce match-là, surtout que des fois dans les matchs d'échelle, ben on essaie surtout de faire des spots impressionnants, puis on oublie souvent la psychologie, puis je trouve que c'était très bien fait du côté que le travail sur la jambe de Triple H avait vraiment un impact. Je trouvais que même à quelques fois on l'a vu quand Triple H essayait de monter l'échelle, ben il a monté moins vite, puis on voyait qu'il avait mal à sa jambe, donc il y avait des détails qui étaient bien respectés dans ce cas-là. Puis du bon selling de ce côté-là aussi de Triple H, donc je trouvais ça bien. Puis tu disais Orbas que bon, Rock il montait l'échelle un peu lentement, mais j'ai trouvé que quand il essayait de monter l'échelle, je trouve que souvent on avait l'impression qu'il aurait pu gagner parce que le timing était très bon entre le moment où ce que quelqu'un intervenait pour empêcher l'autre de gagner. Donc je trouvais ça qu'il y avait un bon travail de ce côté-là. Puis même ce que personne n'a encore dit, mais la participation des managers, j'ai trouvé pas mal dans ce match-là. Ils ont mis des échelles et des chaises dans le ring, puis je trouve que ça accélérait un peu le rythme du match à place de voir le gars qui est en contrôle d'aller chercher l'échelle ou une chaise. Ça accélère un peu le rythme, donc j'ai trouvé ça bien. Oui, ils ont donné des transitions dans le match le plus long quand même du pay-per-view, oui, plus de 25 minutes. Puis selon moi, le show stealer de ce show, quoi. Ouais, franchement. Et moi, j'ai bien aimé un spot, notamment, c'est quand Triple H est envoyé dans le coin et en fait, je sais plus, je crois qu'il se prend une échelle et après Ah oui, vers la fin, tu veux dire quand The Rock envoie Triple H sur l'échelle qui est placée sur la troisième corde dans un coin, puis après ça, il revient pour frapper The Rock, l'empêcher de prendre le titre. Je trouvais ça assez original. Je trouvais, enfin, je me souviens pas d'un spot pareil à l'époque actuelle, et je trouvais que ça était assez bien au niveau du rythme dans le match et c'était assez original. Je sais pas, je me trompe peut-être. Oui. Non, mais c'est deux hommes qui démarraient plutôt efficacement leur carrière encore à l'époque. Pour moi, la référence entre Triple H et le Rock, c'est du Monday 2000 en Iron Man match. Bon, c'est sûr qu'ils avaient pris aussi de l'expérience à ce moment-là. Même leur affrontement aussi à Backlash 2000 dans la même année, pour moi c'est la référence. Moi, franchement, MP, hein, contrairement à toi, je veux pas non plus débattre 100 ans sur ça, mais je trouve quand même qu'il a moins l'allure d'un classique. Je trouve qu'il manque quand même un petit quelque chose à ce match-là. C'est un bon match de catch, mais on sent quand même que c'est pas des gars qui sont faits pour un ladder match. Alors Shawn Michaels, lui, dans le ladder match, il vole la vedette. Triple H, il se débrouille bien, mais quand même le Rock, tu sens qu'il a quand même du mal. Et je trouve qu'il y a trop de parties chorégraphiées pour moi. Il y a trop de parties trop lentes où le mec il peut monter 100 fois, quoi, aller chercher la ceinture. Ça me gêne beaucoup, là. Quand je le regarde maintenant, ça me gêne beaucoup. Peut-être c'est vrai qu'à l'époque on faisait moins attention, mais là ça me gêne assez. Je trouve qu'il manque vraiment un petit quelque chose à ce match-là pour en faire un grand match de l'échelle. Ça reste un très bon match du pay-per-view, mais je le considère pas comme un classique, quoi. Voilà, moi quand je pense à Triple H le Rock, je pense directement à Judgment Day 2000 par exemple. Ouais. Je comprends ton point de vue parce que c'est un match d'échelle qui est surtout porté sur un travail d'une partie du corps et non sur
des spots impressionnants, un peu la HBK ou d'autres high flyers ou un mec qui peut faire quoi comme un Rob Van Dam qui peut faire un 5 star du haut de l'échelle quoi. C'est plus, je trouve que c'est un match une différente psychologie un peu de ce match-là. Puis, je peux comprendre que c'est pas nécessairement ça peut pas être nécessairement regardé comme un classique de ce côté-là quoi. Et ouais. Mais en parlant de classique, il y en a un match qui a toutes les allures de classique. C'est le main event du show pour le titre WWF entre Steve Austin qui était le champion et qui affrontait The Undertaker. Et Steve Austin a conservé son titre par tombée au bout de 20 minutes et 52 secondes. Qu'en as-tu pensé, Orbaz? Ben, finalement, moi je suis pas très très fan de Stone Cold dans un ring. J'aime beaucoup le personnage, ce qu'il représente, etc. Je trouve le match bon. Hein, franchement, les deux font le boulot. Il y a une bonne histoire avec Kane qui arrive, mais qui est envoyé tout de suite par l'Undertaker. Mais c'est pas pour... enfin, je sais pas, j'ai pas accroché tant que ça. Peut-être que en me disant juste avant, c'est un classique, tout ça, je me suis peut-être mis une image un peu meilleure dans la tête. Non, j'ai pas dit que j'étais pas fan de Stone Cold, j'ai dit que j'étais pas fan de Stone Cold dans un ring. C'est-à-dire que c'est pas, je le trouve sans plus quoi. Voilà. C'est bon, sinon c'est un bon match. Voilà, je sais pas vraiment quoi dire. Je suis un peu perplexe devant ce match. Finalement, qui a une fin assez tranchée, qui finit bien le pay-per-view sans vraiment donner plus, je trouve. Enfin voilà. Oui, Je après suis c'est assez vrai que perplexe. moi aussi peut-être je m'attendais légèrement un peu plus. Après la fin elle est clean, ce qui est peut-être un poil étonnant. Et d'ailleurs il y avait un petit peu l'ombre de Kane qui rôdait parce qu'il a voulu intervenir et l'Undertaker lui a dit que c'était pas la peine. Et à la fin du match d'ailleurs il est revenu après le match voir l'Undertaker voilà qui était bien sportif pardon avec Steve Austin et d'ailleurs les trois ont eu ensuite une assez grosse rivalité. Renaud, t'as pensé quoi? Pour moi, c'est le meilleur match que j'ai vu entre Taker et Steve Austin. J'en ai vu pas mal. C'est celui que je considère comme le plus abouti, comme le mieux. Je trouve qu'ils travaillent très bien ensemble. Il y a une belle intensité. J'ai noté aussi cette fameuse descente de la cuisse d'Undertaker sur Austin qui était sur la table à l'extérieur, la table des commentateurs. Magnifique. Et pour moi, voilà, c'est vraiment le meilleur combat de The Taker contre Stone Cold Steve Austin. Et ouais, Kane, l'ombre de Kane, elle est là parce que Kane, il avait été champion du monde, il avait battu Austin à King of the Ring 1998 dans un First Blood match. Et il avait reperdu le titre 24 heures après à Raw. Donc lui, déjà, il avait en travers de la gorge. Et, euh, et Taker, il avait été champion du monde avec Austin. Et pour avoir un match pour le titre de champion du monde, il fallait qu'il perde les titres par équipe. Donc il avait laissé en fait les titres par équipe à Kane et Mankind pour pouvoir être challenger face à Stone Cold. C'est vrai que c'est une assez longue histoire hein, parce qu'après ils sont raffrontés à Rock Bottom aussi en Buried Alive match qui est un très bon match aussi. Vraiment pas mal aussi à voir. Donc voilà, pour moi ça conclut bien le pay-per-view. Très très bon combat entre les deux. Et juste un petit truc, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais c'est assez énorme parce que Austin a été KO pendant ce combat-là, mais a réussi à rester debout. En fait, il se projette dans les cordes et Undertaker anticipe pour faire un surpassement par-dessus les épaules et Austin lui shoot à la figure et Undertaker se relève de suite. Il relève de suite sa tête et en relevant sa tête, il tape son crâne contre la bouche à Stone Cold Steve Austin. Et là, c'est KO technique pour Steve Austin, mais qui va quand même continuer le combat derrière. Et ça, c'est énorme, ça aussi. Voilà. MP? Je rejoins Renaud quand même pour dire que c'est un bon match. J'ai apprécié, mais je suis pas, j'ai pas, j'ai pas eu le sentiment que c'est nécessairement un des grands matchs un des grands main events de pay-per-view quoi. Euh, j'ai l'impression que je sais pas, c'est pas vraiment une blessure d'Austin, mais quand même les KO comme Renaud l'a dit, ça a quand même pas aidé la qualité du match. Je pense que
D'ailleurs, je sais pas quelle version vous avez regardé de SummerSlam, mais bon, dans la version que j'ai regardée, je crois que c'est le VHS de l'époque, ou en tout cas, on a un segment après le main event, Oui. puis t'as une interview avec Stone Cold, puis il dit que justement, en fait, il dit en manière de kayfabe, mais qu'il n'était pas nécessairement satisfait du match, quoi, qu'il n'était pas le plus satisfait de ce match-là, donc peut-être que justement le match aurait peut-être été d'une qualité supérieure si jamais on n'avait pas eu ce truc-là avec Austin, mais c'est quand même un très bon match. Puis comme Renaud l'a mentionné, la leg drop est impressionnante. Puis c'est quelque chose qu'on voyait rarement de Taker, quoi. Il sortait vraiment ces spots-là d'ailleurs, on avait eu, je pense, WrestleMania 14 avec Kane. C'est ça, ouais. Un spot du genre, il sort assez rarement ces spots-là, puis c'est toujours dans un match d'importance. Donc celui-là, c'était un match d'importance. Puis Sur Kane, c'était le topé suicida, je crois. Ouais. Que Kane avait esquivé, il était tombé sur la table des commentateurs. Mais bon, c'est pour ça que sa descente de la cuisse, c'est vraiment exceptionnel de l'avoir là. Donc ouais, comme on l'a dit, c'est un match d'importance, puis on le voit vu ce spot-là, puis c'était quand même c'est un affrontement qu'à l'époque qui était quand même comment je dirais ça, d'importance, ou en tout cas c'est un match que pas nécessairement on rêvait de voir, mais c'est quand même un match que t'as deux grands noms qui sont présents dans le ring, donc c'est quand même quelque chose qu'on attendait, quoi. Ouais, complètement. Parce que à ce moment-là, Austin, il est sur le toit du monde, hein, parce qu'il s'était déjà affronté avant, hein, Taker Austin en 96, mais Austin il vient d'arriver, Taker il gagnait clean, sans problème, quoi. Il n'y avait même pas de suspense à ce niveau-là pour les gens, pour les fans c'était sûr, et c'était le résultat, quoi. C'était Taker qui gagnait. Là c'est totalement différent. Là Austin il est sur, comme je l'ai dit, hein, il est sur le toit du monde, il est champion de la WWF, il est hyper populaire, c'est la méga star du catch, et même en Amérique, hein, les t-shirts Austin 316, on en voyait partout dans les rues, c'était un truc de dingue. Donc et puis Undertaker, déjà à ce moment-là en 98, Undertaker est déjà une légende. C'est vrai aussi que les Taker Austin, ça n'a jamais été des très très grands combats. C'est pour ça que celui-là, moi je dis que c'est vraiment le meilleur. Parce que bon, ils sont affrontés plusieurs fois et ça a toujours été assez lent. Je me rappelle d'un combat, pour moi, voilà, Backlash 2002, le Taker Austin, faut vraiment pas le voir, quoi. Ça me, comment dire, je sais même pas, je trouve même pas les mots. Moi, ça me désole de voir ce Taker Austin de Backlash 2002. Ric Flair était arbitre, c'est très très lent, c'est interminable. Donc vraiment, si vous voulez poser vos yeux sur un Taker Austin, je conseille fortement le SummerSlam 98. Après, libre à vous, bien sûr. Ah, c'est très bien, justement. C'est une bonne conclusion, justement, pour passer aux notes maintenant, sur 10. La note d'MP. Moi, je donne 7.5 au pay-per-view, puisque j'ai trouvé que c'est un show qui a pas vraiment eu beaucoup de déchets, quoi. C'est pas vraiment de match que je me suis dit, je m'emmerde, quoi. Donc, vraiment, j'essaie de nommer un match que j'ai pas apprécié sur ce show-là. Il y en a pas vraiment. Peut-être le match de comédie entre The Oddities et Kai Entai qui est peut-être un peu longué, quoi, mais il est pas si mal non plus, quoi. C'est 10 minutes environ. C'est pas le drame, quoi. Donc sinon, je sais pas, j'ai bien apprécié le ladder match, pour moi qui est un grand ladder match. Puis aussi le main event, c'est un bon match, un match d'une bonne facture. Comme l'a dit Renaud, c'est le meilleur Austin Taker, donc c'est un match historique de ce côté-là. Puis non, vraiment, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire, même si t'as aussi le Lion's Den qui est quand même une attraction sur ce pay-per-view-là, que tu peux dire quoi. Tu peux dire quand même que Lion's Den, quoi, même si c'est pas le type de match classique, c'est quand même une attraction sur le pay-per-view parce qu'il n'y en a pas eu beaucoup. Donc voilà, je donne 7.5 sur ce pay-per-view, puis c'est un pay-per-view qui est assez bon partout, quoi. Même s'il y a pas tellement de trucs qui sont excellents, c'est pas mal bon partout. Puis le ladder match est quand même une place spéciale selon moi. Donc voilà. La note d'Orbaz. Finalement, je vais donner 7 personnellement parce que je rejoins MP sur le fait qu'il y a quand même un très bon match, notamment
c'est-à-dire le leader match. Après, il y a des matchs pas mal intéressants, mais je trouve ce pay-per-view quand même assez inégal dans sa construction. C'était pas non plus énorme quoi. Pour moi, il y a des sacrées baisses d'intensité au niveau des matchs, même s'il y a quelques matchs originaux, notamment le Lions Den. Mais voilà. Bon bah sinon c'est quand même un bon pay-per-view bien solide quoi, qui a sa place vraiment de classique au niveau des SummerSlam. La note de Renault. Je mets 7.5 aussi comme MP pour le très bon Taker Austin, le leader match qui est pour moi pas un classique mais ça reste quand même du très bon. Bien aimé aussi l'opener, bien comme un peu lent, Valvenis, D'Lo Brown, ça le fait quand même. Après il y a des trucs qu'on peut zapper, Otis contre Kaientai, on peut largement zapper, le New Age Outlaw contre Mankind, on peut aussi zapper. Le match mixte, ça se regarde, mais bon, c'est quelconque. Et le Jarrett X-Pac qui était aussi très sympa techniquement, donc un bon 7.5 pour un bon pay-per-view. Moi, je vais mettre 6,5. C'est encore une fois la moins bonne note, mais non, mais j'ai apprécié. Mais disons que sur le fait que peut-être les grosses affiches, j'en attendais, même si c'était solide, j'en attendais peut-être un poil plus, mais une fin un peu plus surprenante en fait peut-être, hein. Et surtout de Lost in Undertaker. C'est vrai, j'ai peut-être trouvé une fin un peu entre guillemets simple. Sinon, oui, la carte, parfois quelques disparités que vous avez soulignées, donc voilà. Non, mais sinon c'est agréable à regarder, d'où le 6,5. Et au final, donc, calculatrice ultra rapide, la note moyenne pour ce pay-per-view est de 7.12. Une bonne note finalement, non? Parfait. Bah pour moi, ça confirme la qualité du pay-per-view. Eh oui, donc, on vous le conseille. Si vous voulez revoir donc un SummerSlam avant donc de goûter au SummerSlam, même voir après SummerSlam, il n'y a pas de souci, vous pouvez vous y plonger. Même en hiver, hein, c'est possible. Oui. Winter Slam, oui. Et il est disponible un peu partout. Je vous dirai pas où le trouver, mais c'est assez disponible facilement sur Internet. Ah oui, c'est très facile. Hein. Sur YouTube. Ah, avec facile. la puissance d'Internet, oh là, oui. Celui-là, comme beaucoup d'autres Sur YouTube. Voilà. Oui. Donc, on peut passer à la liste des partenaires, je pense. Avec FN Lutte, Vox Catch, la Wrestling Evolution League, Instant Catch, Catch Asylum, Revolt. Ensuite, vous pouvez nous suivre donc, sur Facebook à notre compte Ressos Radio officiel. D'ailleurs, tout dernièrement, il y a quelques petites infos de restructuration qui vous sont données. C'est aussi bien sûr disponible sur le Twitter @WestSradio. Il y a aussi le compte YouTube de Wessos Radio où vous pouvez écouter tous les podcasts avec l'image du logo de Wessos Radio. Ça, c'est magique. Et pour nous écrire, rien de plus simple. Déjà Twitter et Facebook bien sûr, mais aussi par mail en minuscule wesselsradio@gmail.com tout attaché. Voilà, je pense que j'ai rien oublié, sinon que c'est disponible aussi sur iTunes bien sûr, et sur Archive vous pouvez nous retrouver. Voilà, donc au programme du mois, le prochain podcast sera Impact Wrestles, que vous pouvez retrouver le week-end prochain. Le week-end prochain, ce sera SummerSlam, donc vendredi prochain, vous pourrez écouter donc la sortie de l'épisode d'analyse de SummerSlam. Et donc d'ici là, profitez bien de l'été. Je sais pas si vous avez une conclusion éventuellement à donner. Buvez beaucoup d'eau. Bien, MP. Ah oui, soyez prudent quand même, c'est sûr. Et mettez de la crème solaire, parce qu'après vous êtes cramé du dos et tout. Oui, Cramé des jambes et ça brûle. surtout si vous avez la peau de Sheamus. N'hésitez Voilà. pas. Aïe. Sinon, et si vous vous blessez comme Sheamus, essayez le traitement à la Guinness. Apparemment ça marche. Ouais, mais pas trop non plus. Donc, n'hésitez pas à écouter même au maximum, tout annexé, mais pas trop. Voilà.
Donc ben, on vous donne rendez-vous à la prochaine. Et d'ici là, portez-vous bien. À ciao. Salut, salut. Salut. Ciao. Are you ready? You think you could tell us what to do? You think you could tell us what to wear? You think that you're better? Well, you better get ready. Bow to the masters. Break it down! Degenerate into something fool. We just got tired of doing what you told us to do. That's a break, boy. Yeah, that's a break, little man. Break it down. Degeneration. Degeneration. You think you can tell me what to do? Know who you're talking to? Well, you better get used to the way the war back. I see what you got, inventions and ounces. But that's a break, boy. Yeah, that's a break, little man. Break it down. Degeneration. Degeneration. Think you're a big man? I'll treat you like you're a little man. Don't tell me what it's like to be half a man. It must break your heart to see what I am, but that's a break, boy. Yeah, that's a break, little man. Break it down. Think you can tell me what to do? You know who you're talking to? Just stop wanting me to be someone else.